leçons dites, Hissène Habré a choisi un style de défense, l'aveu béant de ses crimes. Alors voilà, 3 temps forts, ce dictateur qui se croit immune, cette loi belge qui le maintient pour le sérieux des plaintes, et cette gesticulation dans le silence. Depuis 15 ans, je me pose la question, je n'ai pas de réponse. Mais combien de victimes? Vous savez, vous, combien de victimes? Cours dans le dossier, 40 000. Commission d'enquête de 92. Cours dans le dossier aussi, un rapport de M. Ball qui est venu devant vous. Dans ce rapport, je cite l'expert Patrick Ball. Il a analysé la mortalité quotidienne dans les prisons de la DDS pour faire une sombre perspective, une projection. Et il dit ceci, dans ce rapport, on trouve que le patron de mortalité, le taux de mortalité, sous détention dans la DDS est extraordinairement élevé. Avec une moyenne d'entre 0,2 et 0,6 morts par jour sur 100 prisonniers pendant la période de mortalité la plus élevée de septembre 85 jusqu'en janvier 87, ce taux est des centaines de fois plus élevé que la mortalité d'hommes adultes au Tchad dans la même période. Et écoutez, s'il vous plaît, au pire des taux de mortalité des prisonniers enregistrés au XXe siècle. Au pire des taux de mortalité de prisonniers enregistrés au XXe siècle. À l'audience, et je cite, il est venu dire, on prend un exemple lorsqu'on a une classe de 200 étudiants, vous les suivez sur une période d'1 an, ils seraient tous morts avant la fin de l'année. Pire que les atrocités d'Hitler, pire que le goulag. Voilà l'auteur de ce que l'histoire retiendra comme la vanité trucidaire. Derrière vous, Monsieur le Président, messieurs, il y a une porte. Pouvez-vous imaginer que si on ouvre les 2 battants de cette porte, et si chaque minute rentre dans cette salle d'audience une personne, chaque seconde, une personne, 60 par minute, est-ce que vous imaginez qu'il faut 11 heures pour entrer les victimes d'Hissène Habré dans cette salle, qu'il ne les conviendra pas tous? Il faut 133 salles comme celle-ci à raison de 300 prisonniers dans chaque salle. 133 salles. 11 heures de défilé. Quand j'aurai fini de plaider, il n'y en aura que quelques centaines. Derrière vous, une porte s'ouvre. Femmes, enfants, petits, grands, hommes, vieillards, tout ce que vous pouvez imaginer dans une société s'engouffreront dans cette salle, dans 133 salles. Ce n'est pas un carnage, ce n'est pas 2, c'est une litanie. Alors je vous ai dit, ma modestie, je crois qu'on peut être de bon compte, et je ne suis pas flagorneur en disant que le travail de Monsieur le procureur général, de son équipe, a rejoint les espoirs, les espérances des parties civiles. Je crois que vous le savez depuis, on a annoncé la couleur depuis le mois de septembre, que nous avons quelques problèmes par rapport à l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi mentionne les cas de viol uniquement comme des actes de torture. Je vais m'attacher maintenant très brièvement à vous prouver que les faits de viol
et d'esclavage sexuel doivent être qualifiés comme crimes indépendants, c'est-à-dire le viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité, l'esclavage sexuel comme crime contre l'humanité, la prostitution forcée comme crime de guerre et crime contre l'humanité. Voilà mon plan. Alain Werner viendra vous dire tout à l'heure après moi le pouvoir de requalification de la Chambre. Monsieur le procureur général l'a redit il y a quelques jours dans ses réquisitions complémentaires. Le statut de votre Chambre étant silencieux sur la possibilité pour votre Chambre de requalifier les faits contenus dans l'ordonnance de renvoi, je lis, l'article 329 du Code de procédure sénégalais prévoit cette possibilité, à condition, et c'est l'évidence, qu'on ne change pas les faits. Ce ne serait pas jouer avec les mêmes cartes et pas jouer à un jeu loyal, si on peut parler ainsi, si on change les qualifications alors qu'on change les faits. Je m'en tiendrai rigoureusement aux faits. Mais il est tout de même surprenant que l'ordonnance de renvoi, et c'est là ma seule critique, ne comporte aucune accusation de viol, d'esclavage sexuel ni d'autres formes de violence sexuelle de gravité comparable. Or, les faits qui vous ont été relatés sont manifestement des faits qui s'intègrent dans le processus mortifère de Hissène Habré. Ce sont certainement des faits effrayants, mais qui, par leur caractère sexuel, n'apparaît pas toujours. Alors j'ai une manière de travailler. J'ai examiné les viols, torture, esclavage et prostitution forcée avec le même canevas. Très brièvement les faits, et mes confrères qui m'ont précédé ont exactement vu là où il fallait porter le fer pour ce qui concerne les faits, donc je ne m'y attarderai pas trop, si ce n'est pour prendre quelques phrases. En 2, ce sera chaque fois l'élément constitutif, et en 3, la qualification, pour conclure qu'à chaque fois, par exemple pour les viols, crimes de guerre et crimes contre l'humanité s'appliquent. Les viols, notamment, avaient lieu dans des centres de détention. Fatimeh Sakim a déclaré avoir été emmenée chaque soir dans le bureau de Saleh Younous, on connaît, avoir été surnommée Madame Saleh Younous. Chose qui frappe dans les questions de viol, c'est toujours cette possession, cette manière de posséder la chose. La femme et l'argent pour Habré, vous allez voir, c'est la même chose. Madame Saleh Younous, elle a précisé ne pas être l'unique victime de violences sexuelles et qui, à chaque nuit, des femmes étaient enlevées à tour de rôle. Adjé Merami Ali, en tout cas, ils ont couché avec moi, même au locaux, ils ont fait les Abakar Tourbo et autres, ont tous couché avec des femmes. On a aussi cité Djarba, mais dans la démonstration que je vais faire, c'est important, pour ce qui concerne les viols. Abakar Tourbo venait taquiner Madina, je l'ai vue. Elle marchait difficilement quand je lui avais posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'elle marchait comme une excisée. Elle a été torturée, je poursuis la lecture, on lui avait introduit un câble électrique au niveau des parties intimes, et c'est Jacqueline Moudena qui a rappelé avec Delphine Hélène Jaffé. On n'a pas fait l'examen gynécologique d'une femme. On n'a pas fait l'examen de 10 femmes. On n'a pas fait l'examen de 100 femmes. 581 victimes du régime Habré. Et Mme Jaffé est venue vous dire, parmi les femmes tchadiennes, il y en a eu beaucoup plus de violences sexuelles. Peut-être préfère-t-elle garder le secret. Badjim Bandoum a déclaré que lorsqu'il se trouvait à Bodo, des soldats avaient violé et tué, on en a parlé, une jeune fille âgée de 7 ou 8 ans. Les viols avaient aussi lieu dans le désert, Kalaït, Ouadidoum. Les femmes y subissaient des sévices quotidiens. Mais les hommes
et les femmes sur le même pied. Docteur Jaffray ouvrait les guillemets, il y avait des gens qui avaient des fissures anales qui perduraient. Elle évoque la sodomie, l'introduction d'objets dans le pénis et la promiscuité commise à l'encontre de certains. Vu le caractère systématique de ces viols, il ne fait aucun doute qu'Hissène Habré était parfaitement informé de ceci et n'a pourtant jamais pris de sanctions à l'égard de ses subordonnés. Il était aussi lui-même le bourreau. Et alors, messieurs, on marque un temps d'arrêt parce que on va parler de cette Khadija, Hassan Zidane. Et c'est l'éternelle question, quand un violeur se trouve en face de sa victime, quand il ne l'a pas tuée et qu'elle peut venir témoigner, on va la salir. On l'a déjà salie en la violant, mais on va la salir au niveau de sa réputation. Mais c'est une pute. Évidemment. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est une pute qu'on peut lui enfoncer son stylo dans le vagin? Est-ce que c'est parce que c'est une pute qu'on peut la maltraiter? Est-ce que c'est parce que c'est une pute que c'est sa chose? Voilà où on en est dans le viol, l'accaparement, la possession, l'avilissement. Mais c'est une pute. Il l'a poignardée à la cuisse avec un stylo lorsqu'elle tentait de lui résister. Elle a bien dit qu'elle l'avait résisté 4 fois. On est en plein dans la situation du crime de guerre, puisque Khadija, on se doutait, on soupçonnait qu'elle cachait des Libyens. Une autre fois, 2 reprises, elle a dit « j'ai essayé de lui résister ». Une autre fois, parlant d'Hissène Habré lui-même, « j'étais fatigué, je ne pouvais plus, on m'a mis un pneu sur la poitrine, on m'a acheté de l'eau, donc j'étais fatigué. La 4e fois, j'ai aussi essayé de résister. C'est ce jour qu'il m'a poignardé avec son stylo sur mon vagin, m'a fait boire de l'eau. » Ah, et alors la question de l'eau. On l'a reprise dans nos conclusions, page 57, messieurs, si vous voulez relire ce morceau épouvantable de traduction. La 4e fois, j'ai essayé de résister. C'est ce jour qu'il m'a poignardé. Il m'a fait boire de l'eau. Il ne s'agit pas de l'eau à boire. Il s'agit du liquide qui sortait. Et alors, toute une leçon. Le mot arabe que Khadija Hassan Zidane a utilisé était almé, qui en arabe tchadien, que je ne connais pas, signifie en même temps eau et liquide, toutes sortes de liquides. Elle n'a pas seulement dit almé, mais almé haga, c'est-à-dire son liquide. Et quand l'interprète s'est penché pour lui demander son liquide, elle a dit en arabe bonhomme. Tu dois comprendre si je te dis son liquide. Oui, au sein de la société tchadienne, le docteur Jaffé l'a encore confirmé, les femmes violées ne peuvent pas utiliser certains mots précis pour décrire leur calvaire. Cela inclut le mot sperme. Vous aurez compris. L'usage des termes dans ce contexte établit que M. Habré a forcé Khadija Hassan Zidane à boire son sperme. Mais c'était une pute. Et elle ne l'a pas dit. Non, elle ne l'a pas dit à Bruxelles, elle n'a pas dit devant le juge d'instruction. Elle va fournir une explication, elle va vous la fournir. Khadija Hassan Zidane a expliqué de façon, à mon avis, convaincante qu'elle a parlé de ses viols publiquement pour la première fois devant la Chambre, en expliquant qu'elle avait décidé de n'en parler que le jour du procès et de sa rencontre avec Hissène Habré, en pensant qu'elle pourrait se mettre en danger si elle en avait parlé avant. Khadija Hassan Zidane avait, pas de chance pour la partie adverse, déjà parlé de son triple, quadruple viol, puisque Kaltouma Defala, sur question des avocats commis pour la défense de M. Habré, a déclaré, elle nous expliquait qu'elle était à la présidence, qu'elle avait été arrêtée à la présidence et que Hissène Habré se servait d'elle comme femme. Il y a des dizaines de témoignages comme cela. Il y a des dizaines de témoignages qui viennent dire comment, par exemple, une autre a été obligée de s'asseoir, il m'a demandé de s'asseoir. Une fois assise, il m'a demandé de bien m'installer, après il m'a attrapé par les cheveux, la tête. Après, j'ai essayé de résister.
Ce qui ne devait pas se passer, s'est passé. C'est toujours comme ça. Ce qui ne devait pas se passer, ce qui s'est passé. Elle a montré à votre chambre la position physique dans laquelle elle était obligée de se mettre. Kaltouma Defala a expliqué à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas, pièce 23, entrer dans les détails. Alors, j'ai cité quelques faits, il y en a bien d'autres. Quels sont les éléments constitutifs du viol? C'est tout simple. Pénétration sexuelle fut-elle légère? Du vagin ou de l'anus de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé par le violeur, comme un stylo, ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur, cette pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. Les notions de consentement dans la jurisprudence internationale sont examinées. La contrainte doit être interprétée, je cite, à la lumière de certains facteurs tels que l'âge des individus. On a vu qu'il y avait un témoignage pour une petite fille. Le contexte entourant le crime, évidemment, toujours la prison doit être par nature appréhendée comme un environnement coercitif. L'intention, élément constitutif, évidemment, exige l'intention de procéder à cette pénétration sexuelle et la connaissance qu'elle se produit sans le consentement de la victime. Alors, comment qualifie-t-on juridiquement cela? Le viol n'est pas visé par le statut, par votre statut. On peut reprendre l'article 7 du statut des actes de torture et les traitements inhumains. On peut reprendre l'article 7.2, même les atteintes à la dignité des personnes, puisqu'il s'agit de ça. Mais dans les statuts, manifestement, il n'est pas fait mention du crime de guerre comme crime de viol. Or, tous les témoignages des victimes, l'analyse des pièces d'instruction dans l'ordonnance de renvoi permettent de conclure à l'existence d'un conflit armé interne entre 83 et 87, un conflit armé international entre 83 et 86, et le lien étroit entre les faits de viol incriminés et le conflit armé sont évidents. C'est principalement en raison de ce conflit armé qu'ont été opérées les arrestations massives ayant permis des viols en détention, en déportation, dans le désert notamment. Alors, je vous l'ai dit, crime de guerre, oui, pour ce qui concerne le viol. Mais reprenons, s'il n'est pas dans le statut, la jurisprudence. Et là, encore une fois, modestement, je vais simplement faire appel à des notions que j'ai apprises il y a très longtemps, mais qui vont vous montrer que, en droit international coutumier, le viol en tant que crime de guerre existe. Et on va reprendre l'historique de tout cela. Ce n'est pas au XXe siècle, ce n'est pas au XXIe siècle, c'est Lincoln, le président Lincoln, au moment de la guerre de sécession, le 23 avril 1863, qui accepte de considérer comme quelque chose d'établi ce fameux code Leiber, qui dit ceci, article 44, on prohibe spécifiquement tout viol, blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, violation punie de la peine de mort, 1863 déjà. C'est bien avant l'arrivée au pouvoir de Hissène Habré. 1919, pour ce qui concerne la commission sur la responsabilité des auteurs de la guerre et de l'application des peines, on est en 1919, le viol est le 5e crime le plus grave des 32 crimes listés. 1943, vous voyez que c'est chaque période de guerre, la commission des victimes de guerre des Nations Unies, elle assiste les gouvernements nationaux et prend le viol comme un crime de guerre. Alors il y a toute l'histoire qui fourmille, et vous pourrez en prendre connaissance dans tous les livres relatifs au viol comme crime de guerre. Je citerai 2 événements. L'affaire Yamashita,
Les commandements qui n'avaient pas empêché le viol, et en étant reconnus ici, commis par leurs subordonnés, furent également accusés de crimes de guerre. Dans l'affaire, justement, Yamashita, un commandant japonais fut poursuivi par un tribunal militaire américain pour crimes de guerre commis par ses troupes aux Philippines. Et ça s'applique littéralement à notre cas, lorsque le meurtre, le viol, ainsi que des actes particulièrement violents et vengeurs sont commis de manière généralisée et que le commandement n'effectue aucune tentative pour connaître et contrôler ces actions criminelles, ce dernier doit être reconnu pour responsable. Et puis alors, plus près de chez nous, il y a la chambre préliminaire des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens qui punit le viol comme crime de guerre pendant une période de 75 à 79. Dans le cadre d'un conflit armé, au vu des faits tels qu'ils ont été relatés pendant ces 4 mois, par les témoins, par les experts, il convient de déclarer la prévention de viol établie. Alors, comme crime contre l'humanité, c'est plus facile. Elle est visée, cette prévention, par l'article 6A du statut, je vous le lis. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis à l'occasion d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, A, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée. Ça me permettra de ne pas devoir reciter cet article tout à l'heure. Et vous avez dans l'ordonnance de renvoi, page 45, une définition tout à fait satisfaisante d'une attaque généralisée ou systématique. On en a parlé hier, je ne vais pas nécessairement m'y attarder, mais n'oublions pas que les qualificatifs généralisés systématiques sont présentés sous la forme d'une alternative et pas d'une cumulation. Donc on se trouve en bonne compagnie avec le droit international coutumier. Pour ce qui concerne le viol en tant que crime contre l'humanité, ça me permet de voir le... Merci. L'infraction de viol, terminons par ça, étant réprimée en droit international coutumier au titre de crime de guerre et de crime contre l'humanité au moment des faits, les faits étant établis, les éléments constitutifs étant rencontrés, l'infraction de viol doit immanquablement, et quand je dis immanquablement, j'insiste vraiment sur cette expression, l'infraction de viol doit immanquablement être déclarée établie. On continue. Le viol comme crime de torture. Là, les faits sont clairs. On les a cités hier. Certains détenus ont été torturés avec des décharges électriques, ligotés, asphyxiés avec un tuyau d'échappement d'une voiture, forcés d'ingurgiter de grandes quantités d'eau. Ginette Nargabay parle de son état de grossesse. Ils ont mis de l'électricité là partout au sein pour dire la vérité, je cite, pendant une semaine, il faisait ça. Il me sortait ensuite et m'amenait pour faire du mal, et puis me ramenait. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, quand on est femme, et qu'on a été avec ces fils électriques sur les seins partout, quand elle dit, ils m'ont mis l'électricité là partout au sein, pour dire la vérité pendant une semaine, il faisait ça, il me sortait ensuite, il m'amenait pour faire du mal. Est-ce qu'il vous faut un dessin de ce que c'était ce mal? Les exemples de torture, vous les avez dans votre dossier au niveau des faits. On en a un peu parlé, la cohabitation avec des cadavres. Viol et abus sexuels, exemple d'introduction de piment, là on en a parlé hier dans les parties intimes. Forme de torture consiste, pour la décharge électrique, on vient d'en parler, à mettre des décharges électriques, non pas uniquement sur les seins, mais sur toutes les parties sensibles du corps. Tout on dit que les femmes enceintes étaient violées, maltraitées, et pour celles qui témoignent Fatimeh Hachim Saleh, elle était enceinte, ils m'ont encore remise dans l'eau,
Ils m'ont encore remise dans l'eau. Ils ont encore répété la même chose. Ils ont tiré en l'air. Encore la même question se répète. Ils m'ont fait comme ça peut-être à 3 reprises. Je voudrais aussi vous dire une chose lors de mon arrestation. J'ai tellement subi de torture, on allumait des allumettes qu'on mettait sur moi. Je n'ai pas relaté ces faits. Ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai relaté, c'est ma torture au niveau du fleuve, également la disparition de mon enfant. Viol et abus sexuels ont été visés par l'ordonnance de renvoi en tant que crime de torture, page 136. Il ne fait sur ce point aucun doute que comme en matière de viol, crime de guerre, crime contre l'humanité, ici, viol comme acte de torture doit évidemment être pris en compte dans votre décision. Mais je voulais parler de cela, ça a été presque l'évidence, parce que j'ai entendu, j'ai lu l'abomination sur la torture. Dans vos statuts, le terme torture désigne tout acte par lequel une ou une tierce personne des renseignements. Je ne vais pas vous lire toute la définition. Mais bon Dieu, qui oublie de lire la fin de la définition de torture, article 8 des statuts, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture et tombe ainsi des pages des conclusions de mes adversaires. La torture n'est jamais justifiable. Viol, torture, les éléments constitutifs, bien évidemment, pour ce qui concerne la torture, c'est d'obtenir de la victime d'une tierce personne des renseignements, de punir un acte, de l'intimider, tout autre motif fondé sur une forme discriminatoire, quelle qu'elle soit. L'auteur doit être un agent de la fonction publique, on a vu le nombre de militaires. Toute autre personne agissant en titre officiel, on a vu les conseils du président ou à son instigation, on a vu les témoignages, et l'auteur doit avoir l'intention. Alors, je ne vois pas comment on pourrait dire que la torture échapperait, parce que la Convention est de 1984, alors qu'en 1975, vous avez déjà un texte contraignant dans le droit international coutumier, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'infraction de torture doit, comme celle de viol, être déclarée établie. Alors il y a ce passage difficile. La réduction en esclavage. Rien que les termes donnent froid dans le dos. On en a assez peu parlé et je voudrais en 5 minutes, non pas dresser le bilan de ces lieux de déportation, Wadi Doum et Kalaït, mais je voudrais tout de même prendre quelques éléments de fait pour qualifier ensuite la réduction en esclavage et faire en sorte que dans votre délibéré, vous ayez en compte que cette réduction en esclavage peut constituer un crime contre l'humanité. Le 23 mars 1985, une note signée conjointement par le directeur de la DES et la commandant second des Forces armées nationales tchadiennes confirme le transfert, on est à Kalaït, confirme le transfert d'un premier groupe composé de 11 prisonnières. Vous savez que la détention, après la déportation, s'opère sous tente, pas de couverture, une toile faisant face au camp militaire. On pouvait aller, venir comme on voulait, prendre. Vous allez voir. La note de transfert de ces prisonnières précise qu'elles étaient soumises au règlement des détenus en vigueur, ce qui est tout de même assez extraordinaire pour les lois de la guerre.
à savoir s'occuper des travaux de corvée de bois, de cuisine et de lessive. Et alors vous avez un élément d'anthologie qui, à lui seul, suffit comme exemple, malgré tous les autres faits. Je répète que chaque fois, pour ne pas alourdir cette plaidoirie, je prends un exemple, mais il y en a bien d'autres. C'est le procès-verbal de déposition de partie civile de Rahama Dingambai. Excuse pour la prononciation, elle était déportée à Kalaït. Et qu'est-ce qu'elle dit? On nous a installés dans une tente en toile en face du camp militaire, il faisait très chaud. Nous étions chargés de préparer à manger pour les militaires et à laver leur tenue. 2 semaines plus tard, on nous a transférés à Kwara-Itu. À Kwara-Itu, c'était la misère. On se levait à 4 heures du matin pour casser les pierres. C'est Sing Sing, hein? On se levait à 4 heures du matin pour casser les pierres, et c'est nous, les femmes, qui avons construit le camp. Donc, elle n'en avait pas, mais elle devait être construite pour les autres. On ne mangeait pas à notre faim, mais je précise, parce qu'on lui a posé la question, elle était, elle, heureusement épargnée, que nous n'avons pas été victimes de viol. Par contre, évidemment, plus tard, on viendra sur le fait que d'autres ont été victimes de viol, mais c'est pour dire que ces témoins parfaitement honnêtes, intègres, disent exactement ce qu'elles ont subi. Elles étaient les esclaves de ces soldats, leurs bonnes à tout faire. Et vous avez alors un transfert des prisonnières vers Kalaït qui date du 23 mars 85, je lis. Elles doivent être soumises au règlement des détenus en vigueur, à savoir s'occuper des travaux de corvée, de bois, de cuisine défensive. Le responsable de la zone doit s'occuper de leur surveillance et éviter par tous les moyens l'évasion. Hier, on a parlé de cette question, mais elles n'étaient pas dans un camp, donc elles pouvaient s'évader. Vous avez la réponse. Par tous les moyens, l'évasion devait être évitée. Quant au camp de Wadi Doum, en 88, un deuxième groupe est envoyé à Wadi Doum, également par avion. On parlera encore de cette question d'avion. On demande des pommades, on sait à quoi ça sert, pour les 9 femmes détenues, désignant certainement Ouangui Kébir, ville dans la région de Wadi Doum. Ce groupe se compose de 9 femmes. Le transfert de certaines prisonnières des locaux à Wadi Doum a été motivé par l'envie de punir des femmes pour être venues en aide aux détenus masculins affaiblis. Selon l'une d'elles, Awa Brahim, on nous a dit que puisque nous voulions des hommes, on allait nous satisfaire. Parce que nécessairement, quand un homme se couche sur une femme, il la satisfait. On était ligotés et privés de nourriture. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est de l'esclavage? C'était encore plus difficile qu'à N'Djamena. Elles étaient réduites à l'état d'esclaves sexuels pour la plupart, torturées et violées continuellement. L'une a dit, on était emmenés à tour de rôle du commandant, il en voulait 2. Les soldats chargés de conduire les 2 détenus à bon port abusaient sexuellement d'elles en cours de route, tant pour l'aller que pour le retour. Et vous avez alors les témoignages sur Awa Brahim, 13 ou 14 ans, à Sinsako, je passe. Il y a des limites, tout de même. Je trouve à la décence de devoir lire ce genre de témoignages, et vous le lirez dans votre délibéré. Évidemment, il est établi qu'elles étaient asservies. Évidemment, le contrôle des mouvements d'une personne, le contrôle de l'environnement physique, le contrôle psychologique, les mesures prises pour empêcher ou dissuader l'évasion, la force, la menace, la coercition, l'affirmation de l'exclusivité, l'assujettissement à des sévices, traitements inhumains et cruels constituent ces éléments. Les femmes étaient retenues dans le camp de Kalaït, de Wadi Doum. Elles s'étaient asservies. Les auteurs des crimes avaient le contrôle du mouvement des victimes, de leur sexualité, de leur environnement physique. C'était des choses. Alors, pour trouver un appui juridique, la réduction de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, en droit international coutumier, vous avez la Convention relative à l'esclavage de 1926 qui propose la première définition de l'esclavage, c'est ceci, l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent des attributs de droit de propriété ou certains d'entre eux. Cette définition interdit l'esclavage sexuel. Vous avez la charte de Nuremberg qui sanctionne la réduction en esclavage en tant que crime contre l'humanité. Bref,
au moment où Hissène Habré était au pouvoir, toutes ces conventions existaient et il était lié par celle-ci, il était lié par ce droit international coutumier qui empêchait, et il ne peut pas le nier. Il ne peut pas le nier parce qu'il était au courant de cette déportation de femmes. Vous savez, il y a comme ça des pièces qui restent en mémoire. 21 janvier, c'est 1986, fiche d'information à l'attention du président de la République. Ce n'est pas à l'attention de Younous, c'est fiche d'information à l'attention du président de la République. En ayant l'honneur de vous informer que la nommée Nélémel, Antoine est entendu, détenu à la direction de la documentation et de la sécurité depuis le 15 novembre 84, on est en 86, se trouve transféré à Kalaït depuis 1985. Il est à signaler que Nélémel Antoine serait proche parent du général Négué Djogo et que lors de la libération des détenus en date du 17 janvier 86, les parents d'un surnommé se trouvent en mauvaise mine de n'avoir pas vu leur fille libérée parmi d'autres. Mais donc il reçoit cette lettre. Qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est qu'il la reçoit et qu'il est au courant, il ne fait rien. Mérami Ali, l'une des femmes détenues et déportées, était connue comme une amie de la femme d'Hissène Habré. Romain Kajibati a également raconté devant les chambres qu'aucun avion ne pouvait décoller sans l'autorisation d'Hissène Habré. Et quand ces femmes étaient déportées, elles l'étaient par avion, il était évidemment au courant. Le journal africain, on y revient, avait consacré un article à Kaltouma Defala. Awa Brahim a été nominée prisonnière du mois par Amnesty International. Elle se trouvait dans les camps. On ne pouvait pas le nier. Awa Brahim et sa mère faisaient l'objet d'une attention toute particulière. Et Amnesty a reçu en réponse des mensonges. Hissène Habré ne pouvait pas non plus ignorer l'esclavage de ces femmes, puisqu'une note datée du 23 mars 1985 adressée au directeur de la DDS implique aussi l'armée, nota, ne doivent en aucune façon être transférées ailleurs sans le consentement de la direction de documentation de la sécurité. On cite les femmes dont je viens de parler. L'infraction de réduction en esclavage étant réprimée en droit international coutumier au titre de crime contre l'humanité au moment des faits, les faits étant établis, les éléments constitutifs de l'infraction étant rencontrés, l'infraction de réduction en esclavage doit être déclarée établie. Viol, torture, esclavage. Je n'ai plus le temps d'être trop long sur la question de la prostitution forcée, mais on peut dire en gros que l'esclavage sexuel comprend la plupart, sinon toutes les formes de prostitution forcée. Cette interdiction date de 1919. Elle est consacrée par toutes les conventions, y compris celle de Genève, en tout état de cause, est visée par l'article 7.2 de vos statuts, qui prévoit une atteinte à la dignité des personnes. Qu'est-ce donc, si on est prostitué forcé, qu'une atteinte à la dignité des personnes? L'atteinte à la dignité des personnes est reconnue comme un crime par le droit international coutumier depuis longtemps. Manifestement, les éléments constitutifs de l'infraction, y compris de prostitution forcée, sont réunis. Alors j'ai fait cet exercice, pourquoi? Mais parce que tout le monde allait parler de ce qui, dans ce dossier, apparaît, et à Monsieur le procureur général, l'évidence. C'est-à-dire les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de torture. J'ai voulu simplement donner l'éclairage de ces violations sexuelles dont on parle si peu et dont seulement à l'audience, elles ont commencé à effleurer. Je vous l'ai dit, il y a une chose qui, depuis le début de ce dossier, et lors des questions que, au début de ces audiences, j'ai posées, vous s'en souviendrez peut-être, était mon obsession. Mon obsession, c'est de ce dossier ressort l'irrespect total de l'autre. Ni la femme n'est respectée, ni l'ami, ni le fils de l'ami.
on écrase du pied, oui, on écrase du pied, je dirais, tout ce qui bouge. Et avant de terminer, je voudrais, il reste encore 10 minutes, lire la déclaration de M. Mouli sur laquelle je vais enchaîner après. Mahatma Moussa Mouli, dès 21-24. Tout de même extraordinaire. Hein, c'est son oncle est un ami d'Hissène Habré. Il le confirme, il y a une relation amicale entre eux. Et c'est comme ça avec plein de ses anciens, entre guillemets, amis. Mouli vient parce que l'oncle ne peut pas venir. Et immédiatement, sans l'ombre d'autre chose que du sadisme, il était, on parle d'Hissène Habré, en compagnie de 4 gardes de corps et de M. Puisqu'il a posé la question de savoir où se trouvait mon oncle, j'ai dit qu'il était allé à la Mecque. À ces mots, immédiatement, il m'a demandé de me coucher sur une table placée devant lui. Et ceux qui sont victimes savent directement de quoi on veut parler, que ce soit dans sa résidence, que ce soit la DDS, aux locaux ou ailleurs. Il m'a demandé de me coucher sur une table placée devant lui. Il y avait des barres de fer et des cordes des 2 côtés de la table. Je fus alors attaché avant qu'on enlève la table pour me laisser planer. On connaît l'histoire. Après 2-3 minutes, j'ai perdu connaissance. L'ami de son ami. Hein. On ne l'a pas interrogé sur autre chose. On verra qu'après, c'est peut-être de l'argent qui est en cause. Hissène Habré m'a détaché, m'a arrosé d'un peu d'eau. Vous imaginez l'horreur? Il est tombé dans les pommes, on le redresse, on lui met de l'eau, et puis on lui dit imite les cris de différents animaux qu'il me demandait, et moi je devais m'exécuter. Il m'a demandé pourquoi je pleurais, je lui ai répondu que si j'avais la possibilité d'attacher comme il l'a fait, il pleurerait aussi. On viole, on fout des stylos dans les vagins. Non seulement on fait ça, on torture, on humilie, au point de lui dire « chante-moi le petit oiseau ». Rarement, le mépris de l'autre aurait été aussi affiché. Mépris de la femme, mépris de l'ami. Et alors, je termine avec la litanie du pied. La litanie du pied, c'est devant vous, il a choisi le silence, je l'ai dit, c'est son droit, mais alors qu'il ne s'exprime pas dans les couloirs. Qu'il ait au moins le courage de faire dire devant vous les injures qu'il profère contre tout le monde. Le débat judiciaire peut envisager la rupture, la défense de rupture, courageuse, contre un tribunal scélérat, contre manifestement des gens payés, qu'on vienne le dire, c'est à l'honneur de celui qui le fait. Mais se taire, battre du pied, et dans les cafés, éructer sa haine contre vous, contre nous tous, ça a des limites. Mépris, coup de pied. Le mépris, c'est les coups de pied. Coup de pied aux Tchadiens, coup de pied aux amis, coup de pied à toute la chambre. Dans cette litanie, il voulait le Tchad à sa botte. Dans cette litanie, manifestement, il a foulé du pied tous les droits les plus imprescriptibles. Je termine par cette question, parce qu'elle nous habite tous. Quel héritage va laisser Hissène Habré? Parce que pour avoir fait tout ce mal, pour avoir manifestement trucidé, ils rentrent encore, hein, ils rentreront jusqu'à cet après-midi au moins, tous ceux qui, victimes, doivent remplir 133 salles. Quel héritage a-t-il laissé? Il est arrivé au pouvoir par la CIA.
Il s'est maintenu au pouvoir par le grand monstre américain. Le 19 mai 87, il était chez Reagan en train de faire la collade en disant « Merci pour ce que tu m'as donné ». Et on trucidait son peuple. Et maintenant, il devient le chantre de l'anti-impérialisme. Mais quel parjure! À tous les niveaux, c'est du parjure. Vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de son idéologie. Sur le plan moral, sur le plan idéologique, nada. Sur le plan fric. Il a piqué le pognon des Tchadiens. Il nourrit sa clique depuis des années, qui est devenue sa claque à l'audience. Il se tait et laisse faire par d'autres la vilaine besogne. Et là, je rends hommage à ceux qui sont là et qui doivent défendre l'ignoble. C'est notre rôle, dans la dignité, sans aucune haine, de dire à ce monsieur, à ce petit monsieur, l'histoire ne s'écrira pas avec vous si ce n'est en lettres de sang. C'est vous qui écrirez l'histoire. Mais avant vous, admettez une chose. Ceux qui ont écrit l'histoire, ceux qui ont écrit le livre de Dakar, qui entre Nuremberg et Damas, ce sera ça, hein? Nuremberg, on sait. Damas, on saura. Il y aura Dakar, qu'on citera dans les enceintes en disant, voilà, ce n'était pas uniquement pour crime contre l'humanité parce qu'il avait torturé, c'est aussi tout ce qu'il a fait aux femmes. C'est clair qu'il s'est nabré, s'est foutu comme d'un colin tampon de son peuple et qu'il a pris le pognon. Et là, vous serez attentif aux réquisitions du procureur général. Manifestement, il y a des choses sur le plan juridique à faire. Votre plume, messieurs les juges, c'est la griffe de l'espoir. L'espoir que vous redonnez à tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, qu'ils soient dans le continent noir, dans le continent blanc, dans le continent jaune. Tous ceux qui vont relever la tête parce qu'ils savent qu'un jour, même 15 ans plus tard, imprescriptible, il y a des crimes qui ne passeront pas. Non, il s'est nabré à l'histoire. C'est la trappe. J'ai dit, je vous remercie. Merci, maître. Nous sommes dans le timing fixé et comme annoncé, nous allons observer la pause de la demi-journée pour un quart d'heure pour ensuite poursuivre toujours avec les plaidoiries des parties civiles. Merci. Donc, nous observons la pause.